Alors, donc, la semaine dernière, j'avais donné un exemple basé sur un B très simple. Je vais compléter cet exemple, mais donc en dimension 1, un B de x qui est donné par sin de x, tout bêtement, et un f0 de x qui est donné par la fonction indicatrice signée de moins 1 plus 1, par exemple, fois sin de x. Donc, à ce moment-là, f de x et de t, qui est la fonction indicatrice de moins 1 moins t, 1 moins t, sin de x, pour t compris entre 0 et 1, et après c'est identiquement nul, est une... et évidemment, là, ça se voit, est une fonction continue du temps à valeur dans tous les LP, pour p compris entre 1 et l'infini, et bien entendu, est bornée, puisqu'elle est majorée par 1. Donc, bien. Et on se rend compte aisément que df sur dt moins divergence de bf, ici on est en dimension 1, donc c'est moins d sur dx de bf est égal à 0. Et ceci est aussi bien vrai au dans d' que au sens de solution duale. Ce qui montre que même avec quelque chose de monotone, donc un signe sur bx, c'est un truc qui est dans bv, on n'a pas le droit de, on ne peut pas régulariser pour vérifier, par exemple, que valeur absolue de f est solution. Donc, valeur absolue de f, enfin, pas solution. Alors, on va compléter ça. Donc, une petite remarque sur le contre-exemple. C'est pas vraiment nécessaire pour le cours, mais ça montre bien le côté absolument précis des hypothèses qu'il peut y avoir dans ce qu'on faisait avec Ron Dipperna ou dans ce qu'a fait de la généralisation d'Ambrosio. Et on voit bien que l'exemple de la dimension 1, on pourra renverser le temps, montre bien que même si on a le bon signe de Bx, qui n'est pas celui-là pour une théorie presque partout, ça sera la solution renversée dans le temps. Et ben, en dimension 1, il faut supposer que Bx est dans L1 si on veut avoir une véritable extension de ce qu'on faisait avec Ron Dipperna, à part que Bx dans L1, ça veut dire W1, et donc il n'y a pas d'extension possible. En dimension supérieure, la situation est différente. Alors, il y a des choses qui sont spécifiques en dimension 1, où on peut définir, comme on le fera plus tard, comme je l'indiquerai à plusieurs reprises, on peut définir des solutions, mais on n'a pas d'extension avec la renormalisation, c'est-à-dire la possibilité de prendre des fonctions non linéaires des solutions, la possibilité, comme valeur absolue de f pour f, la possibilité de régulariser, tout ça, c'est limité. Alors donc, une variante de cet exemple montre que si je prends un B, donc ce qu'on faisait avec Ron Dipperna montre que dans une situation comme celle-ci, disons, si B est dans W12 ou dans W1P et que F est dans LQ, donc pour 1 compris entre P et l'infini, et dans P égale à 1, on était BV, et Q étant l'exposant conjugué. Alors, si on a une solution au sens des distributions de df sur dt moins divergence de bf, ce qui évidemment a largement un sens. Donc quand je dis LQ, c'est L infini en temps à valeur dans LQ, ou continu en temps à valeur dans LQ. À ce moment-là, par exemple, on peut prendre la valeur absolue et dire qu'on a toujours une solution de ceci, ce qui entraîne l'unicité. Et en fait, il y a par régularisation, donc ça c'est vrai. Et en fait, je veux montrer par un exemple, je vais faire que le Kp égale à 2, bien montrer que c'est limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étendre ça. Donc la remarque qui est basée sur la même considération que ceci, c'est... Non, bon, j'ai cru entendre une question.
Donc j'ai des voies. Donc la remarque, c'est de dire b de x égale sin de x racine de x. Alors, si j'étais plus précis, ce serait pas idiot. Qui est presque dans W1,2, puisque la dérivée, c'est du 1 sur racine de x, donc le b au carré, c'est du 1 sur x, donc c'est pas intégrable, mais c'est dans L2-, c'est dans tous les... En fait, c'est dans L2 infini, et ce n'est pas dans L2. Et puis, pour prendre pour F0, racine de x. Vous imaginez bien que sinon, il faut faire joujou avec les puissances. Alors, on peut calculer explicitement la solution. Donc, c'est racine de x à la fois sin de x, donc c'est b. Hein. Bon, alors on peut le restreindre avec x compris entre, je ne sais pas quoi, valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Il ne se passe rien en dehors de 1. Le support va se rétrécir, puisque de toute façon, vous avez un champ de vecteurs qui est 1 cx point plus b de x ici avec ces conventions. Vous avez un champ de vecteurs qui pousse vers 0. Et l'idée est toujours la même, hein, c'est que ça vous fait atteindre 0 en temps fini. Et que donc, a priori, si vous créez la solution, ben, vous aurez une solution qui s'annule au bout d'un certain temps, et donc la valeur absolue de f ne peut pas être solution, puisque pour valeur absolue, il y a la préservation. Pour une solution positive, il y a la préservation de la masse. Bon, alors donc il faut faire le calcul de la solution duale. Par imparité, vous voyez qu'il y a un signe de x, que donc on va pouvoir oublier, on va pouvoir raisonner comme si les x étaient tous positifs. Et on va essayer de voir ce que ça donne pour calculer f de tx. Bon, alors c'est une manière de voir les choses. Donc on est du côté positif, hein, donc, et on va écrire que f de x tu0 de x est égal à l'intégrale de f0 de y, u de y et de t. Donc ça, c'est la notion de dualité. Alors maintenant, il faut résoudre x point plus racine de x égale à 0 pour x positif. Hein. En l'occurrence, ça serait plutôt à y d'ailleurs. Bon, on va vite faire le calcul. Je devrais savoir ça de tête, mais je ne le sais pas. Et donc, ça fait 1 demi de racine de y de t moins racine de y plus t est égal à 0. Et donc, j'aurais bien envie de me débarrasser des 1,5, mais ce n'est pas très grave. Alors, ça vous donne que y de t égale racine de y, la condition initiale, plus de t, le tout au carré. Bien. Là, il y a quelque chose qui n'est pas correct avec les signes. Moins de t. Bon, alors ça, c'est évidemment, le moins, c'est qu'effectivement, quand le temps augmente, il y a un moment donné où ça devient nul. Et donc, les choses s'arrêtent. Avec le signe, hein, on l'a vu la semaine dernière, ce qui vient du côté négatif se compense avec ce qui est du côté positif. Et donc, il n'y a pas de masse de Dirac qui apparaît. Bon, on continue là-dessus. Donc, on ne va pas se préoccuper de ceci. On voit néanmoins que si les x, donc si on part de 1, on voit que ici on a racine de 1 qui est 1 moins 2t. Donc à peu de choses près, ça doit vouloir dire que ceci est inférieur à 1 moins 2t. Bon. 1 moins 2t au carré d'ailleurs. Bon, donc en t égale 1,5, la solution est identiquement nulle. Après, on oublie complètement 0, et on a donc l'intégrale de f0 de y u de... j'ai presque fini le calcul qui n'a aucun intérêt, mais bon, il faut quand même le faire soigneusement. Et c'est pas dt, c'est dy.
Bon, alors il est clair que pour calculer f de x et de t, il faut changer de variable, c'est-à-dire poser x égale racine de y moins 2t au carré. Donc je fais ce petit calcul parce que ça montre comment on peut trouver les solutions duales. Il n'a absolument aucun intérêt, de sorte que alors il faut continuer ce calcul idiot, de sorte que racine de y est égale à racine de x plus de t. Bon, et que donc y, ça fait l'intégrale de f0 de racine de x plus de t au carré. Donc là, on voit apparaître ce qui colle bien avec cette normalisation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le U0, ça devient U0 de x, ça c'est bon. Et puis il n'y a plus que le dy et le dx. Donc on n'a que dy sur racine de y est égal à 1 demi. Bon, il y a des 1 demi partout. Oui, c'est ça. Dx sur racine de x. De sorte que le dy, vous voyez qu'il fait 1 racine de x, plus de t divisé par racine de x, donc c'est bon, dx. Donc le fait que c'est une équation conservative qu'on préserve la masse, il y a le jacobien qui intervient, et ce jacobien, c'est simplement, j'ai vite fait le calcul pour qu'on retrouve racine de x plus t divisé par racine de x à des 2 ou 1,5 près, mais bon, je ne garantis pas de ne pas avoir... ça a l'air à peu près correct en tout cas. En tout cas, la singularité est la bonne, c'est celle que je connais. La singularité est la bonne parce que là, on voit aussi que c'est dans L2 infini. C'est-à-dire presque L2, mais pas vraiment L2. Et effectivement, ça fournit un contre-exemple qui, si on avait L2 pour B et pour F, d'après ce que j'ai dit précédemment, ne pourrait pas exister. Donc on voit bien qu'on est complètement limite, puisqu'on a un F qui en portée supérieure à 1,5 est identiquement nul, ce qui montre bien que ça ne peut pas être une solution renormalisée au sens de, si vous mettez une valeur absolue, ce n'est pas une solution à cause de la conservation de la masse. Bon, donc ça, ce sont des exemples qui montrent que ouais, on peut gratter un peu, mais pas tant que ça. Hein. Si on veut vraiment garder des solutions renormalisées, si on veut vraiment garder si on veut vraiment garder de la régularisation, de la stabilité, de la continuité en temps, on est très rapidement coincé. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui se passe à la marge, c'est-à-dire sur le bord, n'est pas intéressant. L'identification de cas, et j'ai étudié en détail le premier qui est le cas semi-monotone, ensuite il y aura le cas semi-anti-monotone, et puis après il y aura la décroissance par rapport à chacune des variables. Ce sont 3 cas raisonnables dans lesquels on peut avoir une théorie assez complète. Alors, j'avais vaguement mentionné ça à la fin, mais là je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous explique un tout petit peu plus de quoi il s'agit. On est toujours sur les mêmes équations, hein, c'est celle que je viens d'effacer. On a cette notion de solution duale. Et je voudrais être précis sur solution duale. Alors ça ne pose pas de problème dans beaucoup de situations si on construit des solutions duales par régularisation.
Mais en général, en plus, quand on a des champs de vecteurs qui dépendent de temps, donc je rappelle la notation, hein. L'intégrale de f de t u0 est égale à l'intégrale de f0 u de t. Mais en plus, imaginez que b dépende de t ou pas. Zéro, le temps nul, le temps t égale à 0, quel rôle il joue là-dedans? Ok? Pas énormément. Et donc, il est quand même très naturel de se dire, je veux regarder f de t u0 égale à l'intégrale de f de s u de t moins s. C'est-à-dire déclencher pour la solution primale, déclencher l'horloge en un temps s. Hein, j'ai un bout. Si je veux vraiment que 0 ne joue aucun rôle, je vais demander ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ma trajectoire pour les f sur 0t. Mais au lieu de la regarder sur 0 grand t, au lieu de la regarder de 0 à petit t, je vais la regarder de s à petit t. Et là, je veux qu'il y ait la dualité. Alors, dans l'exemple qui nous... Je dis ça parce que c'est pas innocent comme restriction supplémentaire, hein, c'est des informations en plus. Dans le cas qui nous occupe, c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'on sait que si on régularise le champ de vecteur B, donc j'aurais envie de dire que ça, c'est une formation duale, dualité, je ne sais pas, restreinte ou étendue, ça dépend de quel point de vue on restreint plus ces solutions, mais en étant les propriétés, donc dualité forte. Dès qu'on a une stabilité par régularisation, démontrer l'égalité, l'identité des deux notions de manière abstraite est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que le flot U n'est pas forcément réversible. Donc, de la dualité, vous avez une formulation comme ceci, dans laquelle là, vous allez avoir U de t et U0 de s. Si U0 de s était n'importe quoi dans les U0, dans la classe des fonctions U0, vous auriez la même propriété. S'il est dense, ça va encore, mais on voit bien qu'il va falloir qu'il y ait des hypothèses. Si le flot nous fait rentrer dans un compact assez violemment, il y aura un problème. OK ? Alors, c'est un peu compliqué, donc de manière abstraite, les deux choses ne sont pas équivalentes. À gauche, c'est U de S, non ? À gauche, l'autre gauche. À gauche. Non, j'appelle U0. Oui, alors c'est. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas U0 de S. C'est un U0 que j'ai placé à l'instant S. Non. Si j'avais U de S, ça serait la même chose que la solution duale. Hein, je regarde ma trajectoire. En S, je colle U0. En S, je colle U0 et je regarde la dualité sur ce bout de trajectoire qui va de U0 à UT moins S. Hein? C'est-à-dire la solution en termes... Enfin, OK. Alors, oui, donc, c'est une remarque qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux, hein, dans le sens où quand on a vraiment des choses qui sont bien posées, tout est équivalent, évidemment. Parce que si c'est déjà bien posé à ce niveau-là, c'est en augmentant les propriétés, ça ne peut être que l'objet unique. Donc ça, c'est pas très gênant. Et puis,
Lorsque vous perdez l'unicité, il y a d'autres difficultés qui apparaissent, qui sont éventuellement le manque de continuité en temps. Alors ça dépend des problèmes, ça dépend de la continuité en temps. Vous pouvez souvent la prendre dans des espaces faibles, donc tout ceci a un sens. Mais, juste une petite remarque en passant. Dans le cas qui nous occupe, et ça nous servira dans un petit moment, on sait, parce que le problème primal, on l'a fait, hein, c'était dans le théorème que j'avais donné, comme le problème primal, non, j'ai dit des bêtises, c'est moins divergence. On a précisément montré que les U epsilon étaient convergés uniformément vers les U qui avaient tout ce qu'on voulait. Lorsque B epsilon est une régularisation convenable de B, qui garde la semi-monotonie de manière uniforme, eh bien, sur le problème primal, on a la convergence uniforme. On a évidemment des masses totales finies, c'est-à-dire des convergences faibles au sens des mesures, et donc ça passe à la limite. Et donc on sait que f epsilon, grâce à l'unicité, converge quand epsilon tend vers 0 vers f, la solution duale, dans les fonctions continues en temps, à valeur dans les mesures, et là c'est mesure équipée de la topologie faible. Oh. Donc on a cette information et au niveau de choses régularisées, toutes les propriétés que vous voulez sont vraies avec des fonctions qui sont régulières, donc en particulier celle-ci. Vous avez la même identité avec des epsilon partout sur les f et sur les u. Les u epsilon convergent uniformément, les f epsilon convergent seulement au sens des mesures, on peut passer à les limites, et donc on voit bien que par construction, la solution duale vérifie ceci. Ce n'est pas une vérification directe que l'un entraîne l'autre. On passe par le théorème d'existence et l'unicité. OK, ça me servira dans un instant. Donc je vais conclure enfin le premier problème depuis le cours introductif. Le premier problème en recensant toujours sur ces notions de solution duale quelques informations que j'ai mentionnées très très rapidement, et là je voudrais quand même détailler les démonstrations. Donc on a bien vu que si B était continu, alors les choses se simplifiaient énormément. Il y a toutes les solutions pour le problème primal, toutes les solutions presque partout sont lipschitziennes, etc. Et on a la même simplification du côté des solutions duales, c'est-à-dire que F solution duale est équivalente à F solution au sens des distributions. Et là, il faut que B soit continu, sinon c'est faux, on l'a déjà vu. Enfin, sinon, on ne sait même pas très bien ce que ça veut dire. Le produit BF, à ce moment-là, a un sens. F est toujours une fonction continue à valeur dans l'espace des mesures. Et la deuxième information sur laquelle je veux conclure, c'est que sans hypothèse sur B, si je sais que f est dans L1, toujours pareil, continue en temps à valeur dans L1, ou tout simplement L infini en temps à valeur dans L1, alors f solution duale est équivalent à f solution non déprime. Bon. Et ça nous servira dans un instant lorsqu'on renversera le temps. Alors, surtout cette partie-là. Alors, si B est continu, F est solution duale, alors entraîne une solution non déprime. Bon. Et donc, supposons que F soit solution duale. Ouais. Alors, on sait que F est obtenu par limite des F epsilon régularisés. Les F epsilon sont des solutions au sens des distributions, sont des solutions régulières. Donc, j'écris, et ça, c'est au sens faible des mesures, divergence de B epsilon, F epsilon égale à 0. Ça, au sens des distributions, évidemment, ça converge vers df sur dt.
Et B étant continu, B epsilon étant une régularisation de B, ça converge uniformément vers B, tandis que ça converge faiblement vers F. Le produit est bon. Divergence de BF est à 0. Donc c'est bien une solution au sens de cette distribution grâce à la continuité de B et grâce au fait que B epsilon converge uniformément vers B. Donc lorsque vous multipliez par des mesures qui convergent faiblement, le produit converge au sens des distributions. Faiblement au sens des mesures, si vous voulez. Bon. Donc cette partie-là est claire. Alors, deuxième partie. Pourquoi diable est-ce vrai? Si j'ai une solution dans D', solution duale, pourquoi est-ce une solution duale? Donc il faut rentrer. Bon. Si je regarde df sur dt plus divergence de b epsilon f, à ce moment-là, non, je ne crois pas que ce soit ça que je veuille faire. Exceptionnellement, vous me permettrez de regarder. J'ai tout sorti évidemment, sauf le bon truc. Car j'ai gribouillé une démonstration de ça il y a une semaine. Et il y a eu tellement de trucs cette semaine que j'ai absolument tout oublié. Alors, il faut maintenant que je le retrouve. Alors, de quoi s'agit-il? Si j'ai une solution dans des primes. Ouais, bon, j'étais bien parti pour ça. Donc, B epsilon, on va évaluer ce reste. Ouais. Ok, j'avais bien commencé. Alors donc, c'est quoi R epsilon? R epsilon, c'est B epsilon moins B fois F. Et ça, je prétends que la masse totale de ceci tend vers 0. Pourquoi? Parce que B epsilon moins B tend uniformément vers 0. OK. Je multiplie maintenant, donc on part d'une solution dans D'. Je regarde maintenant, et c'est un moins ici, pardonnez-moi, c'est des moins partout ici. Il faut quand même que je sois un peu cohérent sur les signes. Alors, donc, on en est là, et on va prendre la dualité, donc du epsilon avec b epsilon. Donc là, pour le coup, pensez U0 régulier, que la condition initiale régulière, pour le coup, le U epsilon est très régulier, donc ça, vous pouvez justifier toutes les intégrations par partie que vous voulez. C'est infini, et donc on peut se servir de la formulation au sens des distributions. OK? Et on multiplie donc cette équation par U epsilon. On en déduit donc par vous fixez t, et vous regardez ça, où vous fixez grand T, le petit t devient un grand T, et vous multipliez par U epsilon de grand T moins petit t. Et vous faites l'intégration par partie sur l'espace et sur l'intervalle 0 grand T. Hein, c'est la dualité avec le renversement du temps.
Donc, vous en déduisez que l'intégrale de f de grand T, u epsilon de 0, on peut penser que c'est le même u0, on prend des u0 réguliers par densité, ça suffit, ou vous pouvez régulariser le u0, je vais laisser u epsilon 0, c'est vraiment pas un problème, est égal à l'intégrale de f0 u epsilon de grand T. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça converge vers ce qu'il faut. Ça converge vers ce qu'il faut. Et puis, il y a le terme de reste. Donc là, j'ai intégré positivement mon f en temps. Donc, ça me fait moins l'intégrale de r epsilon, gradient u epsilon. Je sais que les gradients u epsilon sont majorés par une constante. Et je sais que la masse totale de la mesure R epsilon c'est majoré par une constante fois la masse totale de la mesure R epsilon. Et on a indiqué que ça tendait vers 0. Donc voilà pourquoi si B est continu, c'est pas compliqué, une solution duale ou une solution dans D', c'est tout pareil. Alors, si f est dans L1, si f est dans L1, je pense que la démonstration que je viens de faire fonctionne exactement pareil. Parce que si f est dans L1, si f est dans L1, vous voyez, remarque, si f est dans L1, si f est dans L1, B epsilon converge, les B epsilon et moins B sont uniformément bornés, convergent presque partout vers 0. Et comme f est dans L1, vous avez que maintenant R epsilon est dans L1 et converge dans L1 vers 0. Et maintenant, si vous prenez la même démonstration, vous avez la même conclusion. Donc la même démonstration montre que si f est dans L1, alors une solution dans D' est une solution duale. D'accord? Exactement la même chose, c'est dans les deux cas de figure, B epsilon moins B fois F tend vers 0. Bien, dernier cas qu'il faudrait regarder, c'est si f est dans L1 et que vous avez une solution duale, alors ça entraîne que c'est une solution dans D'. Bien, je vais me servir de la remarque qui est là, avec petit s égale, disons, à t, et ce n'est pas le même t, et t qui est t plus h. Ou alors s égale t moins h, si vous en avez envie. C'est pareil. Et donc, vous en déduisez, donc on est en train de parler du 2i, le sens dual entre n d', vous en déduisez que ft plus h u0, quel que soit u0, continue. Hein. Mais on pourrait le prendre, c'est infini si on en a envie, est égal à l'intégrale de f de t u0 de h, de sorte que l'intégrale de ft plus h moins f de t fois u0 divisé par h, ce qui bien sûr converge, le ft plus h moins ft sur h converge sans distribution vers df sur dt, u0 et c'est infini. Donc ça converge vers df sur dt fois u0 égale, eh bien vous allez avoir ici f de t, dont je ne sais pas grand-chose d'autre que le fait qu'il soit dans L1.
Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste U0 de H moins U0 sur H. Ce que l'on peut réécrire, puisque l'équation pour, c'est pas U0 de H, c'est U de H. L'équation pour U, c'est du plus B gradient U. Au sens des solutions de viscosité, mais aussi au sens presque partout. La réciproque n'étant vraie que si c'est continu. Là, je vais me servir du presque partout. En disant que U de H moins U0 sur H, c'est l'intégrale de 0 à H de l'équation divisé par H. Et donc, ça fait moins 1 sur H, intégrale de 0 à H, de B de S, puisque là, B est indépendant de S. Ce n'est pas nécessaire de donner indépendant du terme, mais ça simplifie. Gradient U à l'instant S ds. Bon, et puis là, il n'y a pas grande difficulté à passer parce que F est dans L1 et à vérifier que ceci tend vers B gradient U0. Bon, là, il y a un petit truc à regarder, mais c'est totalement élémentaire sur l'équation primale. Bien, et c'est clairement uniforme borné. La question, c'est pourquoi vous avez la convergence en mesure, plutôt que presque partout ici pour des raisons. Et ça, c'est le B de S, il n'y est pas parce que B est indépendant de S, donc le B, il est là. Donc F est dans L1, B est dans L infini, hein, ça suffit. Et donc la seule question, c'est pourquoi 1 sur H de l'intégrale de 0 à H de gradient U de S tend vers le gradient U0. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Quand je dis là, besoin de convergence presque partout, c'est même pas absolument nécessaire, puisque même des convergences faibles suffirait, puisqu'on sait déjà que F est dans L1. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait aussi bien supposer que F est dans l'infini ou dans L2, et vous auriez la convergence faible. Donc ça, c'est un travail standard. Je ne vais pas y passer trop de temps. Je voulais juste vous indiquer les relations entre solution au sens de distribution et solution duale. En général, ce n'est pas la même chose, sauf dans le cas continu. Et l'autre remarque, c'est que si d'aventure on trouve un objet qui est mieux qu'une mesure, à ce moment-là, il n'y a pas de différence. OK. Quand on introduit une notion, on est quand même obligé de la travailler. Oui. Dans le premier point, tu supposes F dans quoi? Et dans le deuxième point, tu supposes B dans quoi? Alors, c'est-à-dire qu'aucune hypothèse nouvelle sur F. Donc, dans le premier cas, c'est F et continue à valeur et mesure, sens faible. Et dans le deuxième cas, aucune nouvelle hypothèse sur B, c'est semi-monotone. D'accord, donc j'aurais dû le préciser, effectivement, qu'on était, c'est ce que j'ai dit oralement rapidement au début, qu'on était dans le cas semi-monotone, et donc je n'ai pas rappelé les hypothèses sur F, et puis là je l'avais dit quand même, que c'était continu à valeur dans l'espace des mesures. Bon, peu importe. Alors donc là maintenant on va changer le sens du temps. Et on va commencer par l'équation conservative et revisiter un peu le travail de Bouchut, James et Mancini. Donc, équation entre guillemets rétrograde par rapport à un B semi-monotone. Désolé. Obligé de regarder. C'est bon. B
B semi-monotone. Donc, l'équation maintenant que l'on va regarder, changer de temps, c'est changer le signe devant la divergence. Donc, ça devient plus divergence de BF, avec f en t égale à 0 égale f0. Et puis, il y aura l'équation duale qui sera du sur dt. Vous changez le sens de temps. L'équation duale, c'est toujours avec mes manies de... Donc, égale à 0. Alors, c'est un bon cas pour les espaces LP. C'est-à-dire pour tenter de faire une théorie dans LP. Pourquoi c'est un bon cas? Parce qu'on a le bon signe de la divergence. La divergence de B est minorée. Et donc c'est le bon signe. Je vous rappelle rapidement, si vous regardez par exemple df carré plus divergence de bf carré, le calcul, c'est que vous récupérez 2 moins 1, donc plus divergence de b fois f carré, formellement, est égal à 0. Par exemple. Et donc, ça vous donne formellement que df carré sur dt plus divergence de bf carré se majore par C0 fois f carré. Et ça, c'est, si vous intégrez, vous voyez bien que vous contrôlez l'intégrale divergence au 0, vous contrôlez, vous avez un contrôle sur les normes L2 ou sur toutes les normes LP. Donc on s'attend à ce que ça se passe bien dans LP. Vous avez un calcul similaire, je l'ai fait lors du premier cours, calcul similaire pour l'équation en U. Là aussi, les bornes LP, pour la même raison, vous avez des bornes LP, et donc vous avez envie de poser la question, est-ce que j'ai des solutions, est-ce que j'ai une théorie raisonnable dans LP pour ces deux équations? Alors, il y a des ennuis. Il y a des ennuis parce que, une fois qu'on a dit ça, si vous renversez le sens du temps, le contre-exemple que j'ai donné, bien vous vous apercevez que solution dans D', même dans L infini, ne sont pas uniques. Ah, c'est pas vrai. Ce qui montre bien, je le répète, que Ambrose a besoin de supposer que Bx, la divergence de B dans L1, en dimension 1, c'est Bx dans L1, c'est nécessaire, et que divergence de B minorée, ça n'entraîne pas nécessairement L1. Ensuite, pour avoir l'unicité, il a aussi besoin de ça, mais l'hypothèse divergence de B dans L1, on ne peut pas s'en passer facilement. Il n'y a pas unicité, et j'en veux pour preuve l'exemple avec B égale sin de x. Et maintenant, vous changez le sens du temps. Vous changez le sens du temps, c'est que vous partez de f0 égale à 0. Rappelez-vous, je partais d'une solution qui était supportée sur moins 1 plus 1, et au temps 1, tout avait collapsé en 0. Donc maintenant, je la change et je trouve que f de x et de t, qui est sin de x fois la fonction indicatrice de x inférieur ou à t, tout bêtement, puisque 1 moins t est devenu t, j'ai changé le temps,
qui est évidemment continu à valeur dans tous les LP, qui est borné dans L infini en temps et x, borné par 1, ben ça, c'est une solution dans V'. Donc vous avez deux solutions, moins 2, en fait, vous en avez un continuum de solutions, évidemment, hein, puisque au lieu de démarrer en t égale à 0, vous pouvez attendre un petit peu, rester avec 0, et puis pouf, démarrer. Bon, ça, c'est standard. De toute façon, dans des problèmes comme ça, quand vous avez paire d'unicité, en général, c'est des continua qui apparaissent, hein, ce n'est pas un nombre fini de solutions. Donc ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle, hein. Donc la littérature est un peu floue sur ce problème-là, je vais dire ça gentiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, Boschu, James et Mancini ont développé un certain nombre de notions que je vais un peu contourner. Et qui revient à dire je sais choisir la solution. Après, évidemment, si on dit ça c'est la solution, on doit se poser la question de est-ce que c'est stable par régularisation, par approximation, etc. Parce que si c'est ben voilà la formule pour la solution et que dès que je fais une opération raisonnable, que je régularise, que j'approche, ça marche, ben, c'est une notion de solution. Et comme il y a une formidable non-unicité, la manière de sélectionner les choses, elle est pas simple. Donc, moi, honnêtement, je vais prendre une formule différente de la leur, légèrement différente de la leur, mais ça sera effectivement ce que je ferai. Et puis, je le généraliserai au cas stochastique, alors qu'il faut faire très attention là-dedans, avec le cas stochastique, comme on le verra. Donc, ça sera aussi ce qu'on obtiendra par régularisation en rajoutant un peu de viscosité. Donc, c'est clairement une bonne notion de solution. Alors, avant que j'y arrive, je voudrais expliquer une difficulté reliée. C'est que si j'appelle toujours, disons, V, donc troisièmement, autre difficulté, dv sur dt plus b gradient v égale à 0. Donc attention, hein, c'est le problème que l'on vient de regarder, le problème primal que l'on vient de regarder avec b semi-monotone. La dualité formelle entre cette équation et celle-ci, là, il n'y a pas d'histoire de multiplier par ut-s, vous multipliez par v de t. Donc, si vous multipliez par v de t, vous voyez que dans cette équation, vous faites l'intégration par partie, oubliant provisoirement les termes de bord en temps, le df sur dt, ça devient moins dv sur dt, le divergence de bf, ça fait moins b gradient v, parce que je garde le même sens du temps pour les deux équations. Et donc, j'en déduis que l'intégrale de f de t, v de t, est égale à l'intégrale de f0, v0. Donc les V sont parfaitement définis. Donc ça, c'est des données. Le V est bien défini et ça m'identifie une solution faible sur l'espace que j'atteins par la résolution du problème primal qui est ici. Le problème, c'est qu'on a des phénomènes de concentration dans le flot primal. Et donc, l'ensemble, les V de t, ce n'est pas forcément tout. Imaginez qu'on soit sur l'intervalle 0,1, en temps 1, tout est ramené à 0 avec V de x égale sin de x. On n'a plus que les constantes dans un V de t, il y a 0 information. D'accord? Donc c'est bien pour ça qu'il y a l'idée il y a cette idée il faut vraiment sélectionner à la main une solution. Ce qui paraît un peu paradoxal pour résoudre une équation
aux dérivées partielles. Cela veut aussi dire qu'il n'y a pas de théorie, sauf en dimension 1, de théorie très satisfaisante sur les équations différentielles ordinaires. Les équations différentielles ordinaires, c'est ici x point égale b de x, avec b semi-monotone en dimension, allez, je veux dire, c'est pas clair de faire une théorie pour ceci, sauf en dimension 1, parce que ce sera un cas particulier de l'autre extension que je ferai dans le cours, avec la croissance par rapport à chacune des variables. Donc, là encore, il faut manipuler avec prudence la littérature, parce qu'il y a des notions de solution au sens de Filippov, etc., mais en des sens de flot presque partout, ça ne peut pas marcher en fonction, à cause de ce que je viens d'indiquer. Donc, il y a un souci du côté... Alors, je vais faire une remarque qui est encore... Là, je suis en train, si vous le voyez, après avoir listé la bonne propriété, je liste un peu les difficultés. Bossut, James et Mancini introduisent une notion de bonne solution. Bon. Et pour ce faire, c'est une manière de... Donc j'ai indiqué que dans cette formule, vous avez une certaine ambiguïté à cause des V de t. Il y a une deuxième ambiguïté, c'est quelle classe de fonction vous prenez. C'est clair que Bossut, James et Mancini étaient les solutions de viscosité, c'était pas la direction qu'ils avaient empruntée. Donc ils ont pris des solutions presque partout. Et vous avez en général non-unicité des solutions presque partout, sauf dans le cas où B est continu. Et donc ils introduisent le noyau au sens des solutions lipschitziennes, c'est-à-dire dV sur dt plus BV égale 0, B gradient V égale à 0 presque partout, V Lipschitz, disons en xt. Et l'ensemble exceptionnel, c'est l'ensemble des xt, où il existe une solution V dans cet ensemble de solutions, c'est l'ensemble des V tels que. Il existe V non identiquement nul, tel que V de x et de t soit différent de 0. Bon, je ne vais même pas dire que c'est différent. Et ils appellent une bonne solution une solution sans distribution telle que f vaille 0 sur cet ensemble exceptionnel. Grosso modo, là où vous avez une ambiguïté, vous voulez que les solutions soient nulles. Bon. Alors là, il y a une petite difficulté, c'est que dans le cas B continu, et en fait après ils ne s'en servent pas tellement. Dans le cas où B est continu, l'ensemble V, il est réduit à 0. Parce que toutes les solutions de viscosité, alors j'ai oublié de dire quelque chose, c'est avec V en t égale à 0, identiquement nul. Les solutions spurieuses, vous avez 0 qui est la bonne solution, et le seul problème c'est que si B est continu, toute solution est la bonne solution. Parce que toutes les solutions, presque partout, sont des solutions de viscosité, et donc il n'y en a qu'une, et c'est 0. Donc l'ensemble E, il est vide. Bon,
Donc, je ne suis pas entièrement convaincu par cette notion de bonne solution. Dans le cas où B n'est pas continu, cet ensemble n'est pas vide. Mais j'ai du mal, c'est une piste intéressante que je signale. Donc je mets 2 points d'interrogation que je signale par souci de complétude. Il y a une idée intéressante quand même de sélection de solutions, et même si je pense que ce n'est pas suffisant. Alors, de manière générale, toute solution au sens de distribution positive, toute solution F, solution dans D', F positif, est une bonne solution. Qui est une notion intéressante, mais on voit bien que la positivité, ce n'est pas neutre là-dedans. Hein. Vous voyez bien que si j'ai réussi à créer quelque chose qui sort de zéro, c'est en jouant sur l'annulation entre les plus et les moins. Bon. Comme je disais, c'est une piste intéressante, je le signale, mais on ne sait pas tant que ça faire de choses avec, puisque l'étape d'après va être de définir une solution. Alors, d'habitude, on définit par des propriétés. Là, on va définir la solution, on va donner une formule pour la solution. Alors, dans l'article original de Boucher, James et Mancini, il passe par ce qu'ils appellent des flots de transport, c'est-à-dire des grands X qui voudraient résoudre l'équation, à part qu'on leur fait résoudre l'équation de transport. On avait vu que dans le cas classique, un flot solution d'équation différentielle ordinaire vérifie l'équation de transport non conservative. Donc, ils appellent flot de transport quelque chose qui non pas résout l'équadif, mais résout l'équation de transport non conservative. Bon, Lipschitziens. Évidemment, sauf dans le cas où B est continu, parce que c'est à ce moment-là, il y a unicité grâce à l'équation de viscosité, il n'y a pas unicité des solutions des équations de transport dans des espaces de Lipschitz, de fonctions lipschitziennes. Donc, ils ont multiplicité des flots de transport et doivent montrer que toutes les formules sont équivalentes. Bon. En fait, je pense qu'il est plus simple, et ça permettra d'aller un peu plus loin, qu'il est plus simple de faire une formule encore plus simple, qui ressemble beaucoup à la leur, mais à part que là, ici, ce que je vais mettre, c'est le vrai flot, pas la solution de l'équation de transport, la solution de l'équation différentielle ordinaire, bon, ceci près que B est éventuellement multivoque, et rajouter, pour qu'on ait une chance que ce soit une solution, le déterminant de dx sur dx. Alors, pourquoi ça a un sens, ça? C'est parce qu'on sait que grand X est lipschitzien. Donc, des grands X sur des petits x, c'est borné, ça existe presque partout. Et donc, vous avez un objet qui est bien si f0 est dans l'infini, mais on se posera aussi la question, même s'ils ne le font pas, ils n'ont pas du tout étendu aux espaces LP, mais avec cette formule-là, ça serait très facile d'éteindre ça dans LP. Donc ceci a un sens, et on a un objet qui est au moins un infini en temps
en valeur dans LP. Bon, on travaille en plus, c'est continu en temps, à valeur dans LP. Mais en tout cas, c'est dans L infini Tx. Et je mettrai LP par la suite. Ne mélangeons pas tout, comprenons déjà ce cas-là. C'est borné. La première question qu'on se pose, c'est mais pourquoi quel est le rapport avec l'équation? Alors, formellement, pourquoi est-ce vrai? Si c'est régulier. Formellement, ou dans le cas où B est régulier. Hein? Après, il y aura d'autres questions. C'est que comme je veux toujours que mes théories puissent être étendues au cadre stochastique, comment je vais faire dans un cadre stochastique? Bon, ça, on y viendra après. Donc, c'est étendable, mais ça devient plus compliqué. Formellement, où B est régulier, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, ce que vous allez dire, c'est que ce qui est bien connu depuis... donc si vous êtes en dimension 1, dx sur dt plus b de x égale à 0. Ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi je vais faire la dimension 1. Ouais, ce qui est bien connu depuis Liouville, c'est que si vous résolvez x point plus b de x égale à 0, à ce moment-là, le déterminant de dx sur dx, par rapport à la condition initiale, d sur dt de dx plus divergence de b, déterminant de dx sur dx, égale à 0. Petit jeu sur les déterminants, vous dérivez ceci, vous avez un dx sur dx plus un db dx sur dx égale à 0. Et vous utilisez les règles de dérivation du déterminant hein, qui font apparaître la trace modulo la matrice, qui font apparaître la trace de la matrice dont vous prenez le déterminant. Et la trace, ben, c'est la divergence. Bon, donc ça c'est connu depuis 150 ans maintenant, essentiellement. Alors, le déterminant, je vais l'appeler grand D, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Vous avez x point plus b de x égale à 0. Vous avez d point plus divergence de b fois d qui est égal à 0. Normalement, si vous partez de grand X, vous avez un petit x. Et si vous parlez de petit x, bah, le dx sur d grand X, c'est l'identité. En t égale à 0, le déterminant, ça vaut 1. Et d de x est 0, là, vous l'appelez petit d. Vous êtes intéressé uniquement par d égale à 1. Supposez maintenant que vous regardiez une fonction de x de t et de x et de grand D de t et de x, fonction de deux variables. Vous avez un système d'équations différentielles ordinaires comme le grand X, et vous avez écrit là, vous avez écrit exactement la solution, enfin, vous avez écrit une fonction de cette solution du système différentiel, c'est-à-dire que vous êtes dans le cas classique, enfin dans le cas que j'ai commencé par regarder, où vous avez un nouveau grand X et un nouveau B, et on a vu que la solution du problème primal, c'était U0 du flot. Donc voilà votre U0, si ça peut vous appeler ça grand phi, ben vous attendez à ce que la solution de ceci
vous attendez à ce que la solution de ceci, je répète, formelle ou dans le cas classique et dans le cas régulier, vous avez dφ sur dt plus b de x gradient x par rapport à phi plus divergence de b dφ sur dd. Vous attendez à avoir ceci. Alors je me permets de faire cette démonstration-là, parce que quand on voudra généraliser ça au cas stochastique, on n'aura pas le choix. Donc ceux qui ont lu nos articles sur Maliavin, dans ces articles et Monte Carlo, dans ces articles, il y a des appendices où on démontre, on explique la version EDP, aussi bien de certaines formules de calcul de Maliavin, mais que la formule de Kirsanov, d'un certain nombre de formules probabilistes. Et cela passe par assez systématiquement considérer une extension du système différentiel de base qui fait apparaître les linéarisés et qui permet d'obtenir des formules. C'est une idée qui remonte à Krylov, ce genre de technique. Pas, les exemples que j'ai donnés ne sont pas dans Krylov, mais cette idée fondamentale de dire que on veut dériver les équations et on peut tout écrire dans un seul système d'équations en rajoutant des variables, c'est une idée que j'ai expliquée dans le cours d'ailleurs il y a assez longtemps sur les MFG. Alors donc une fois qu'on a ceci, ben, vous avez cette équation. Maintenant, dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qu'on est en train de prendre? On est en train de prendre pour petit phi un f0 de x fois d. C'est un linéaire en d. Vous pouvez chercher une solution sous la forme un f de x et de t fois d. Bah oui, hein, vous avez une évolution linéaire en D, donc c'est assez logique que la linéarité soit préservée. Et si vous faites ça, vous voyez que l'équation que vous avez pour f, c'est df sur dt plus b gradient f plus divergence de b fois f égale à 0. J'ai oublié un D, hein, c'est le flow. Le flow, c'est divergence de B fois D. Il y a le D là. Effectivement, hein, vous avez D qui se met en facteur partout. C'est D fois df sur dt plus B gradient f. Là, il se met en facteur, le dφ sur dt, faisant descendre petit f. Et vous avez à ce moment-là df sur dt plus divergence de BF égale à 0. En fait, bon, point trop n'en faut. Donc c'est juste une remarque. Donc vous devez vous attendre à ce que cette formule, et c'est le cas dans le cas régulier, eh bien la solution du problème avec le bon signe, hein, c'est df sur dt plus divergence de bf. Dans le cas régulier, c'est la solution du problème. Alors, ça a un sens dans le cas qui nous occupe, et dans le cas où c'est régulier, c'est la solution du problème. C'est certainement un bon candidat à être la solution dans le problème qui nous occupe. Oui, donc ça c'est un fait général. Et il faut faire un peu attention parce qu'on n'est pas en train de transporter la solution de ce problème. Ce n'est pas le transport de la mesure initiale F0 par le flot. Ce n'est pas ça. C'est en fait
le renversé du temps, puisque le flot F0, enfin le transport par le flot de F0, c'est l'équation qu'on vient d'abandonner, c'est l'équation d'avant, c'est avec l'autre signe, moins divergence de BF. Mais normalement, dans le transport de flot, vous avez vu pour les solutions duales qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de variable pour renverser, pour remplacer le flot en petit x en disant ça c'est un point y, donc je prends le x-1. Donc on a cette solution serait la solution classique pour le transport par le flot si j'avais des x-1 et que je divise par le déterminant. Donc, vous voulez renverser le temps. La formule habituelle de changement de variable, puisqu'on est en déterministe ici de transport de la mesure, devient une formule qui a un sens, et vous prenez ça comme solution. Alors, il va falloir quand même vérifier que c'est une solution sans distribution, l'unicité, que ça existe. Enfin, existence, on a une formule. L'unicité, c'est donné par la formule. Donc la vraie question là-dedans, c'est est-ce que c'est stable par régularisation? Est-ce que si je rajoute un epsilon laplacien, est-ce que ça marche, etc. Pour dire c'est la bonne formule. On a une forte suspicion que ce soit la bonne formule. Je ne sais pas comment caractériser par un point de vue totalement EDP cette solution-là dans un point de vue purement EDP. Évidemment, je peux dire c'est la solution qu'on obtient par régularisation en mettant un moins epsilon laplacien. Ça, c'est vrai. Mais quelles sont les propriétés de ces solutions? Ce sont des bonnes solutions au sens de Bézium. Mais tout ça, ce n'est pas une caractérisation. Je ne sais pas. On a fait le tri. On a fait le tri à partir d'une formule plausible qui a parfaitement un sens plausible parce qu'elle est vraie dans les cas classiques et qu'elle a un sens dans le cas qui nous occupe. On va vérifier sa stabilité. Et on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas, comment caractériser cette fonction-là. Donc un problème que je trouve relativement intéressant. Je parlerai du problème dual, du problème non conservatif après. Cette formule rend le problème conservatif... L'existence même d'une formule, sans les moins 1, sans les etc., rend ceci beaucoup plus facile à aborder. Bon. Alors, une première remarque dans LP. Que se passe-t-il si F0 est dans LP? Et puis ça, je vais... Ça, cette fonction, je vais appeler D de x et de t. De manière générale, quand vous voyez un grand D, ça sera le déterminant jacobien. Si F0 est dans LP et qu'au moins formellement, vous voulez regarder l'intégrale de f de x et de t puissance p dx. De quoi s'agit-il? Ça fait l'intégrale de f0 puissance p. Bon. Et d à la puissance p. Et il faut que je précise quelque chose. C'est que d là-dedans, il est positif ou nul. C'est totalement classique, puisqu'on a une équation différentielle ordinaire d point plus divergence de b, d est égal à 0 dans le cas régulier, et que je pars de 1.
Ici, il y a un peu de singularité. Donc, il va falloir faire un peu attention. La réponse est oui. Mais je l'expliquerai dans un instant. Admettons pour l'instant que D soit positif ou nul, ce qui est assez logique. À ce moment-là, ici, vous avez des puissances P, vous majorez par la norme du sup à la puissance P moins 1, et vous avez l'intégrale de F0P de F0P fois D, dx. Et là, vous reconnaissez formule de changement de variable. Hein, vous avez une fonction de grand X et de X et de T, vous multipliez par le déterminant, ben, la formule de changement de variable vous dit toujours que ceci, ça fait l'intégrale de F0 à la puissance P dx. Et la norme à l'infini de D, hein, c'est l'exponentielle de P fois... enfin, vous pouvez la majorer avec la divergence. Donc, vous retombez bien sur la... Quand je disais c'est le bon signe, c'est la bonne équation dans LP, c'est le D en norme à l'infini qui sort. Hein. Donc ça, c'est le pendant intégration de l'estimation LP sur la formule. De l'estimation LP sur l'équation. Bon. Bon. Est-ce que quelque chose de plus à dire là-dessus? Oui. Alors, on va un peu regarder ces histoires de jacobiens et de régularisation. Alors, première régularisation, la plus simple, c'est, donc je ne sais pas à quel numéro j'en suis, 2, c'est la formule 5. Régularisation. Donc, B epsilon. Pensez par exemple B étoile rho epsilon, hein, je ne réécris pas ce que c'est rho epsilon, toujours une régularisation de la masse de Dirac et avec les conventions de signes, etc., de sorte que ceci est uniformément semi-monotone et c'est infini. Donc tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est vrai. Tout ce que j'ai annoncé de manière formelle est vrai. Et j'appelle X epsilon le flot associé. On a déjà démontré dans l'étude du problème initial, enfin du problème semi-monotone, que les x epsilon de x et de t convergeaient uniformément vers les x de x et de t, disons uniformément en x, t. Bon, pour t, c'est pour t borné, mais enfin bon. J'ai dit une fois pour toutes. Donc ça, c'est vrai. Et je sais que c'est équiellipsitien. Uniformément lipsitien. En X et T d'ailleurs. Bon. Ça, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dx epsilon dx epsilon sur dx est uniformément borné. Ça, c'est le côté uniforme de Lipschitz. Et converge sans distribution vers des grands x sur des petits x. Bon. Ce qui montre au passage que des grands x, c'est-à-dire d, hein, des grands x sur des petits x, est une matrice dont le déterminant est positif. Ah, j'ai sauté une étape. Je sais que j'ai convergence faible des dx epsilon sur dx. Et que c'est uniformément borné dans un infini. Alors,
la compacité par compensation, enfin, ce cas-là, c'était déjà John Ball, Morey, enfin, c'est... nous dit à ce moment-là que le déterminant, bien que ce soit une expression non linéaire, que le déterminant de dx epsilon sur dx converge au sens des distributions. En l'occurrence, ici, ce sera au sens des mesures, faiblement au sens des mesures. Alors, dx epsilon sur dx, ouais. Et je sais, l'argument que je donnais est positif, est vrai, hein, puisque si ça je l'appelle d epsilon, et ça d epsilon point plus divergence de b epsilon, d epsilon vaut 0, Liouville, et d epsilon en t égale à 0 vaut 1. Donc ça veut bien automatiquement dire que c'est positif. Donc si c'est positif et que ça converge de sens des distributions vers d, c'est donc bien. Oui. C'est donc bien une quantité positive. Alors, la compensité par compensation, oui, c'est d'ailleurs, dans l'article de Bouchut, James et Mancini, ils s'en servent, hein, exactement pour d'autres jacobiens. Bah, c'est un fait bien connu, qui, je vais vous rappeler ça en dimension 2, hein. Qui provient de la structure très très particulière du déterminant jacobien. Donc imaginez que vous êtes en train de regarder du sur dx dv sur dy moins du sur dy dv sur dx. Hein, ça c'est le déterminant typique du vecteur gradient de U et de la matrice composée d'une première colonne qui est le gradient de U, d'une deuxième colonne qui est le gradient de V. Et ça, vous l'écrivez d sur dx de U dv sur dy moins d sur dy de U dv sur dx. Donc, si vous dérivez le U dans les deux formules, vous tombez là-dessus. Et si vous dérivez le V, vous avez U fois D2X, D2V sur DXY, moins U fois D2Y sur D2V sur DY, DX, c'est la même chose. Donc, c'est conservatif. C'est en fait en dimension 2, c'est un diff curl. Tout ça, c'est la même chose. Et ici, évidemment, les dv sur dy convergent faiblement, mais les u convergent uniformément. Bon, du fait que c'est borné, la convergence des primes, c'est aussi une convergence faible dans tous les LP, hein, pour P compris entre 1 et l'infini, évidemment. Donc on a la marge, hein, en fait, en dimension 2, on a besoin de savoir que c'est borné dans L2. Là, on a borné dans L infini. En dimension D, il faut avoir D, il faut que les dérivés soient bornés dans LD. Bien. En fait, on peut même descendre en dessous de LD, mais c'est une autre affaire. Bon, alors, donc, où en étais-je? J'en étais pour dire que oui, on a déjà démontré que le dx, déterminant de dx sur dx est positif ou nul. Et surtout,
on est maintenant en mesure de passer à la limite dans les solutions de l'équation de transport, parce que f epsilon de x et de t, c'est le calcul formel que j'ai fait tout à l'heure, il devient justifié dans le cas régulier, est égal à f0 de x epsilon de t et de x, déterminant, enfin c'est d epsilon, alors je vais un peu tricher. Je vais supposer que f0 est continu. Après, je vais voir, j'expliquerai comment s'en passer. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais de façon à ce que je le comprenne bien. Le x epsilon converge uniformément, f0 est continu, donc tout ceci, ça converge uniformément vers f0 de x de t et de x, uniformément. Le d epsilon, il converge faiblement au sens des mesures, puisque ce sont des mesures positives bornées, converge, c'est borné dans l'infini, converge faiblement au sens des mesures vers d. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que f epsilon converge faiblement au sens des mesures vers f, qui se trouve être dans l'infini. Et les f epsilon sont bornés dans l'infini. Donc vous en déduisez que f epsilon converge faiblement dans l'infini étoile vers f. En d'autres termes, la bonne solution du problème régularisé converge vers la formule, au moins faiblement. Deux questions, c'est est-ce qu'on a besoin de la continuité? Parce que si ça converge uniformément, mais que ça se concentre sur des espaces petits, etc., c'est emmerdant. Alors, ça ne l'est pas parce que vous avez le jacobien qui est derrière, qui étouffe cette ambiguïté. Donc, ce n'est pas grave. Mais je vais le traiter. Je n'ai pas envie de vous assommer de théorie de la mesure. J'en déduis pour l'instant la convergence faible. Est-ce qu'on a besoin de supposer que f0 est continu? La réponse est non. Je vais le faire avec f0 dans l'infini, mais je vais le faire avec f0 dans LP. Et puis, si on est dans L2, par exemple, est-ce qu'il y a convergence forte dans L2? Ce qui n'est pas dans l'article de BJM. Mais grâce à cette formule-là, on va démontrer que la réponse est oui. Et puis après, on va rajouter un epsilon laplacien. Et on se posera la question, c'est est-ce que j'ai une formule si j'ai une équation comme ceci, mais avec un terme d'ordre 2, qui n'est pas un simple laplacien, parce que le laplacien, ça va aider beaucoup. Donc, c'est les trois extensions que l'on va faire. Donc, la première remarque, c'est que, bien entendu, pour faire le passage à la limite, c'est que f epsilon moins g epsilon en norme LP, le calcul que l'on a fait précédemment, est inférieur à c fois f0 moins g0 en norme LP. C'est le calcul que l'on a fait précédemment. C'est un problème linéaire. Donc si je prends deux solutions qui correspondent à deux conditions initiales, f0, g0, eh bien j'ai cette majoration, puisqu'en fait, la solution f epsilon moins g epsilon correspond par linéarité à la solution f0 moins g0. Donc l'estimation que j'ai établie au démarrage formellement, qui est donc vraie pour une solution régularisée, eh bien elle vous dit ceci. Si elle vous dit ceci, ça prouve bien que le passage à la limite est vrai pour un f0 qui est quelconque dans L1. F epsilon
va à ce moment-là converger faiblement vers F. Mais pour l'instant, c'est que toujours des convergences faibles. Hein, à cause du déterminant. Je n'ai pas de convergence forte du déterminant. OK, donc où en est-on? On a démontré la conclusion. Je vous ai dit des bêtises sur la convergence forte, hein, mais on ne le sait pas. C'est peut-être, et ça pourrait être faux. Alors, je vais emporter par mon élan. Donc, la conclusion. C'est que si F0 appartient à LP pour... Alors, la formule F égale F0 de grand X de T et de X. Déterminant de D grand X sur dx. Donne une solution de l'équation, sous-entendu de l'équation au sens des distributions, une solution au sens des distributions dans D'. Oui, alors vous me voyez hésiter, c'est là, il faut quelque chose, c'est qu'il faut que BF soit défini pour qu'on puisse parler d'une solution de distribution. Donc là, ça va demander si B, mais B est dans l'infini, donc c'est bon. OK, j'avais oublié. Donne une solution dans D', OK, qui, au sens de ces distributions, ça appartient à n infini en temps à valeur dans LP, parce que ça vérifie une équation de distribution, c'est automatiquement continu en temps pour la topologie faible de LP, et si CP est égal à l'infini, c'est la topologie faible étoile, et la limite faible, de tous les problèmes régularisés. Donc même si on n'a pas vraiment une caractérisation, de la solution, cette variante de la construction de Bezier est clairement une bonne notion de solution. Enfin, je dirais ça, mais je pense qu'il faut quand même penser à une autre forme de régularisation, qui est la régularisation de l'équation en rajoutant un peu de viscosité. Et de la régularisation, et ça on n'a pas encore démontré, par viscosité évanescente. Je fais de la littérature. En d'autres termes, et ça je le ferai la prochaine fois, en d'autres termes, c'est qu'est-ce qui se passe si je résous ceci? Non, c'est plus, hein? Oui. Plus je garde le B et je mets un moins epsilon. Et puis après, un opérateur du deuxième ordre général, est-ce que je peux faire une construction comme ça? Un opérateur de deuxième ordre sous forme conservative. Est-ce qu'on peut trouver une formule? Alors, on se doute bien qu'il y aura des espérances, mais c'est pas clair, hein, parce que
ce qui est traditionnel du point de vue de l'analyse stochastique, c'est une représentation directe de la solution non conservative, les formules de Feynman-Katz. Là, est-ce qu'on a une formulation intrinsèque des équations conservatives? La réponse est oui, mais bon, c'est pas tellement surprenant une fois qu'on y réfléchit. Donc, voici pour aujourd'hui.